Le vidéogramme que vous vous apprêtez à visionner a été édité par la Fondation SCP. Le Conseil des O5 a statué que ce vidéogramme pouvait être rendu public après la suppression de certaines données. Il est néanmoins possible que les informations auxquelles vous êtes sur le point d'accéder aient des effets secondaires indésirables, tels que paranoïa, psychose, tremblements et pleurs incontrôlés. Nous recommandons à toute personne ayant un MARS inférieur à 2 d'abandonner le visionnage du vidéogramme à l'instant. Le genre humain dans son état actuel existe depuis un quart de million d'années, et pourtant, seuls les derniers 4 millions ont eu la moindre signification. Alors, qu'avons-nous fait durant près de 250 000 ans? Nous nous sommes serrés dans des cavernes autour de feux tremblotants, remplis de crainte pour des choses que nous ne comprenions pas. Ce n'était pas seulement le mystère du lever de soleil, mais aussi les oiseaux énormes à la tête humaine et les rochers animés. Alors nous appelions Dieu et démons, et nous les implorons de nous épargner. Nous prions pour notre salut. Avec le temps, leur nombre diminua, tandis que le nôtre s'élevait. Le monde commença à avoir davantage de sens alors que les choses à y craindre se raréfiaient. Et pourtant, l'inexpliqué ne peut jamais totalement disparaître. Comme si l'univers était indissociable de l'absurde et de l'impossible. Le genre humain ne doit pas retourner se cacher dans la peur. Personne d'autre ne nous protégera. Nous devons faire face nous-mêmes. Tandis que le reste de l'humanité s'établit à la lumière, nous devons nous dresser dans l'obscurité pour mieux la combattre, la contenir et la dissimuler aux yeux du public. Afin que d'autres puissent vivre dans un monde sensé et normal. Nous sécurisons, nous contenons, nous protégeons. Salut à tous, c'est Valorma et aujourd'hui on se trouve pour le premier épisode de SCP Files. Aujourd'hui, dans cette première vidéo, je vais vous présenter les SCP les plus connus et les plus basiques de la Fondation. Mais avant tout, je vais vous présenter une petite vidéo qui va vous expliquer toutes les informations importantes à savoir sur la Fondation. Ensuite, nous passerons au premier SCP. Bienvenue dans la Fondation. Si vous voyez cette cassette, c'est que vous avez rejoint récemment la Fondation SCP. Aujourd'hui, je vais vous énumérer quelques informations de base à savoir pour bien comprendre ce que nous faisons dans cette fondation. En agissant de façon clandestine à l'échelle mondiale, la Fondation est au-dessus des lois investies par l'ensemble des pays de la tâche de confiner les objets, entités et phénomènes anormaux. Ces anomalies sont une menace significative pour la sécurité du monde, tant sur le plan physique que psychologique. La Fondation assure le maintien de la normalité pour que la population du monde puisse vivre chaque jour à l'abri de la peur, de la méfiance et du doute, et pour préserver l'indépendance de l'humanité vis-à-vis de toute forme extraterrestre, extradimensionnelle ou extranormale. Notre mission est triple. La Fondation sécurise les anomalies dans le but de les empêcher de tomber entre les mains d'organisations civiles ou adverses, à travers une observation approfondie et une surveillance intensive, et en interceptant de nouvelles anomalies dès que l'opportunité s'en présente. La Fondation confie les anomalies dans le but d'empêcher leur influence ou leur effet de s'étendre, en relocalisant, dissimulant ou démantelant celles-ci, ou en empêchant toute prise de connaissance de leur existence par le public. La Fondation protège l'humanité des effets de ces anomalies, autant que des anomalies elles-mêmes, jusqu'à ce qu'elles soient pleinement comprises ou que de nouvelles théories scientifiques puissent expliquer leurs propriétés et leur comportement. La Fondation peut également neutraliser ou détruire les anomalies en dernier recours, si elles sont jugées trop dangereuses pour être confinées. Les opérations de la Fondation sont menées de façon secrète et clandestine à travers le globe, pour réaliser nos missions primaires. La Fondation possède une base de données conséquente d'informations concernant les anomalies nécessitant des procédures de confinement spéciales, communément abrégées PCS. La base de données de la Fondation contient les descriptions de telles anomalies et procédures d'urgence pour maintenir ou rétablir leur confinement dans le cas d'une brèche de confinement ou d'un autre événement. Les anomalies peuvent prendre des formes diverses, qu'elles soient objets, des entités, des emplacements géographiques ou des phénomènes autonomes. Ces anomalies sont catégorisées en plusieurs classes d'objets et confinées dans les installations sécurisées de la Fondation, ou sur place si une localisation s'avère impossible. La Fondation opère dans le plus grand secret. Tous les membres du personnel de la Fondation doivent posséder toutes les connaissances de base, respecter les niveaux de sécurité, ainsi que le compartimentage de l'information. Les membres du personnel violant les protocoles de sécurité de la Fondation sont identifiés, détenus et sujets à des mesures disciplinaires. La Fondation n'est pas la seule organisation ayant connaissance de l'anormal et est capable d'interagir avec ou de l'utiliser. Certains groupes d'intérêt ont des objectifs similaires à la Fondation et peuvent coopérer avec nous pour préserver la sécurité mondiale, mais la plupart sont opportunistes et agissent uniquement pour nourrir leurs intérêts. Les membres du personnel de la Fondation sont invités à considérer en permanence tout individu de ces groupes comme suspect, et la collaboration avec de telles personnes sans l'autorisation d'un responsable de la Fondation est un motif d'élimination ou d'autres mesures disciplinaires. Une classe est assignée à chaque objet SCP afin d'avertir le personnel de la difficulté que représente son confinement, c'est-à-dire les mesures mises en place par la Fondation pour qu'il n'affecte ni ne menace le reste du monde. Attention, la classe n'indique que la difficulté à confiner un objet et pas sa dangerosité. Pour cela, la branche francophone de la Fondation dispose d'un autre indicateur, le niveau de menace.
La classification d'une anomalie spécifique peut être mise à jour et modifiée en cas de découverte de nouvelles informations sur le fonctionnement d'une anomalie ou si celle-ci change de nature ou de propriété. Les classes principales sont les plus couramment assignées aux objets SCP et couvrent la majorité des anomalies confinées par la Fondation. Les objets de classe sûre sont des anomalies qui sont soit assez bien comprises pour être confinées sans aucun risque de façon permanente, soit dotées de propriétés qui ne s'activent qu'en réponse à une action extérieure intentionnelle. Un objet de classe sûre n'est toutefois pas nécessairement inoffensif et le manipuler ou entrer en contact avec lui sans respecter les procédures en vigueur peut s'avérer dangereux. Les objets de classe Euclide sont des anomalies qui sont soit peu comprises, soit intrinsèquement imprévisibles, de telle sorte qu'un confinement précis est nécessaire pour bloquer leurs effets. Euclide est la classe intermédiaire qui désigne un objet susceptible de rompre son confinement, mais normalement incapable de le faire si des procédures efficaces sont établies et respectées à la lettre. Cette classe peut être utilisée comme classe par défaut pour les objets SCP nouvellement découverts et encore méconnus, en attente d'informations suffisantes pour les assigner à une classe plus appropriée. Il est à noter que les anomalies dotées d'autonomie, de conscience ou de sapience sont généralement classées Euclide au minimum, du fait qu'un objet capable d'agir ou de penser par lui-même est par définition susceptible de briser son confinement. Les objets de classe Keter sont des anomalies dont le confinement requiert des procédures avancées et complexes, ou qui ne peuvent pas être confinées efficacement par la Fondation avec des connaissances et capacités actuelles. Ces anomalies sont généralement considérées comme les plus problématiques du fait du danger qu'elles peuvent représenter, soit pour la vie d'êtres vivants, soit pour le maintien de sécurité autour du monde anormal. De ce fait, la Fondation investit d'importants efforts dans la recherche pour développer des confinements plus efficaces pour ces anomalies, voire, en ultime recours, neutraliser leurs effets anormaux ou les détruire. Pour finir, je vais vous présenter deux types de personnes qui sont indispensables à la Fondation et qui, sans elles, ne pourraient pas être ce qu'elle est actuellement. Pour commencer, la classe D. La classe D est attribuée au personnel renouvelable, utilisé pour manipuler des anomalies dangereuses, et n'est pas autorisé à entrer en contact direct avec le personnel de classe A ou B. Le personnel de classe D est généralement recruté dans le monde entier parmi les rangs de prisonniers condamnés pour des crimes graves ou violents. Dans les circonstances extrêmes, le protocole 12 peut être engagé, autorisant un élargissement des sources de recrutement, permettant de recruter parmi les prisonniers politiques, les populations de réfugiés et diverses autres sources civiles. Le personnel de classe D doit passer des examens psychologiques réguliers et se voir administrer des amnésiques de classe B, au minimum, ou être éliminé à la fin du mois, à la discrétion du personnel de sécurité ou médical. En cas de catastrophe à l'échelle d'un site, le personnel de classe D peut être éliminé sans préavis s'il n'est pas utile au personnel de sécurité. Et pour finir, les plus hauts gradés de la Fondation, les membres du Conseil O5. Le Conseil O5 est un comité constitué des 13 membres les plus haut placés de la Fondation, disposant d'un accès complet à la totalité des informations et des documents de la Fondation. Le Conseil O5 supervise tous les projets de la Fondation dans le monde entier et dirige ses opérations stratégiques sur le long terme. Au vu de l'importance cruciale de leur poste, les membres du Conseil O5 ne doivent en aucun cas entrer en contact direct avec quelques anomalies que ce soit. De plus, l'identité de tous les membres du Conseil est classifiée. Chaque membre est identifié uniquement par sa désignation numérique, de O5-1 à O5-13. SCP-173, classe Euclide. L'objet SCP-173 doit être conservé dans un conteneur verrouillé en toutes circonstances. Lorsque des membres du personnel doivent entrer dans la chambre de confinement de SCP-173, ils doivent systématiquement être un minimum de 3 personnes et la porte doit être immédiatement reverrouillée derrière eux. 2 personnes doivent maintenir un contact direct avec SCP-173 en toutes circonstances, et ce jusqu'à ce que tous les membres du personnel aient quitté et reverrouillé le conteneur. Transféré au site 19 en 1993, origine inconnue jusqu'à présent, il est constitué de barres d'armature et de béton, comportant des traces de peinture aérosol de marque Krillon. SCP-173 est animé et extrêmement hostile. L'objet ne peut pas bouger tant qu'il se trouve dans un champ visuel direct. Il est impératif que le contact visuel avec SCP-173 ne soit pas interrompu. Les membres du personnel assignés à entrer dans le conteneur sont chargés de s'alerter mutuellement avant de cligner des yeux. L'objet attaque en brisant le cou de la victime ou à la base du crâne, ou par strangulation. Dans le cas d'une attaque, le personnel doit respecter les procédures de confinement de classe 4 concernant les objets dangereux. Le personnel a rapporté avoir entendu des bruits de grattement provenant de l'intérieur du conteneur, lorsque personne n'est présent à l'intérieur. Ceci est considéré comme normal et toute modification de ce comportement doit être signalée au superviseur de la LGED en service. La substance brun rougeâtre sur le sol est une combinaison de matière fécale et de sang. L'origine de ces substances est inconnue. La salle doit être nettoyée selon une fréquence bi-hebdomadaire. To be a problem with the door control.
control system. The door isn't responding to any of our attempts to close it. So please maintain direct eye contact with SCP-173 and... Wait, what the fuck? Oh shit. Oh shit. SCP-087. Classe Euclide. SCP-087 se trouve sur le campus de. La porte menant à SCP-087 est construite en acier renforcé avec un mécanisme de verrouillage électrique. Elle a été déguisée pour ressembler à un placard de conciergerie qui ressemble au reste du bâtiment. Le mécanisme de verrouillage se débloque uniquement quand volts sont appliqués, pendant une rotation anti-horaire de la clé. L'intérieur de la porte est bordé de 6 cm de mousse industrielle. À cause des résultats de l'exploration finale, aucun membre du personnel n'est autorisé à accéder à SCP-087. SCP-087 est un grand escalier avec des plateformes. Les escaliers descendent suivant un angle de 38 degrés sur 13 marches avant d'arriver à une plateforme semi-circulaire d'environ 3 mètres de diamètre. La direction de descente pivote de 180 degrés à chaque plateforme. La conception de SCP-087 limite la portée visuelle des sujets à environ 1,5 m. Une source de lumière est nécessaire pour tous les sujets qui explorent SCP-087, car il n'y a ni appareil d'éclairage ni fenêtre. Les sources de lumière supérieures à 75 watts sont inefficaces, étant donné que SCP-087 semble absorber tout excès de lumière. Les rapports des sujets et les enregistrements audio confirment le son d'un enfant qui pleure, suppliant, situé à approximativement 200 mètres en dessous de la plateforme initiale. Cependant, tous les essais de descente de l'escalier n'ont pas réussi à rapprocher les sujets de la source. La profondeur calculée durant l'exploration 4, la plus longue, montre que la profondeur est très loin en dessous de ce qui est permis par la structure du bâtiment, mais aussi par les conditions géologiques. A ce jour, nous ne savons pas si SCP-087 a une fin. Il y a 4 vidéos d'exploration de SCP-087, enregistrées par le personnel de classe D. Chaque sujet a rencontré SCP-087-1, qui semble être un visage sans pupille, narine ni bouche. La nature de SCP-087-1 est inconnue, mais il a été déterminé qu'il n'était pas la source des pleurs. Les sujets présentent des symptômes d'intense paranoïa et de peur face à SCP-087-1, mais nous ne savons pas si les dits sentiments sont des résultats anormaux ou simplement des réactions naturelles. Sur une période de 2 semaines après l'exploration 4, plusieurs membres du personnel et plusieurs étudiants du campus ont rapporté entendre des bruits de frappement à un taux variable de 1 à 2 secondes par coup, venant de l'intérieur de SCP-087. La porte menant à SCP-087 a ensuite été rembourrée par 6 cm d'épaisse mousse industrielle. Plus personne n'a rapporté des bruits de frappement depuis. Le personnel autorisé peut consulter les documents 087-1 à 087-4 pour les transcriptions des explorations 1 à 4. C'est putain de sombre. Votre lampe de poche fonctionne-t-elle correctement? Ouais, ça marche. C'est juste que ça n'éclaire pas les marches jusqu'en bas. Merci. Veuillez continuer. Quelle est la raison de votre arrêt? Vous entendez ça? Il y a un putain d'enfant en bas. Enfin, on dirait. Pouvez-vous décrire le son, je vous prie? C'est jeune. Soit une fille, soit un très jeune garçon. Ça pleure, sanglote et dit « S'il vous plaît, à l'aide, s'il vous plaît !» Ouais, ça ne fait que répéter ça en pleurant. Pouvez-vous estimer sa distance depuis l'endroit où vous êtes maintenant? Merde, je sais pas. Peut-être 200 mètres en dessous. Veuillez continuer. Pouvez-vous toujours entendre les pleurs? Ouais. Nous les entendons aussi. Veuillez continuer. Arrêtez-vous si vous remarquez un changement sonore ou dans l'environnement. Je continue.
s'il vous plaît. Je suis pas plus près de l'enfant. Notez. Continuez, s'il vous plaît. Je me sens un peu mal à l'aise. Vous avez passé un certain temps dans un escalier sombre et inconnu. C'est normal. Veuillez continuer. Putain! Qu'est-ce que c'est que ce truc? Merde, putain de bordel, merde! C'est quoi cette saloperie? Veuillez décrire ce que vous voyez. Ah, c'est une sorte de putain de visage de personne! Et ça me regarde directement! Putain, ça me regarde moi! Est-ce que ça bouge? Non, ça me fixe juste. Putain, ça fait peur! Veuillez vous approcher et illuminer plus clairement l'entité. Merde, je veux pas! Putain! Vous voulez que j'aille là-dedans, Doc? Veuillez utiliser votre lampe de poche à l'extérieur de SCP-087 pour vérifier si elle fonctionne correctement. Merci. Veuillez continuer jusqu'à la première plateforme. Eh Doc, je sais ce que vous avez dit et tout, mais je pense pas que j'ai envie d'aller là-dedans. Veuillez continuer jusqu'à la première plateforme. Doc, écoutez, Conformément à notre conversation d'il y a peu, veuillez continuer jusqu'à la première plateforme. C'est un enfant? Veuillez prendre une des lumières adhésives et fixer-la sur le mur de la plateforme. Doc, vous entendez ça? Est-ce qu'il y a un enfant en bas? Nous ne le savons pas. Veuillez fixer une lumière adhésive au mur et vérifier son fonctionnement. Veuillez éteindre votre lampe de poche. Merci. Vous pouvez rallumer votre lampe de poche. Veuillez continuer de descendre. À chaque plateforme, fixez une LED au mur et allumez-la. Si vous remarquez quoi que ce soit d'inhabituel, dites-le s'il vous plaît. Entendez-vous toujours les sons que vous nous avez communiqués? Ouais. On dirait qu'elle est à peu près 150, peut-être 200 mètres en dessous. Est-ce que je suis censé aller la chercher? Écoutez, Doc, je suis pas à l'aise avec les enfants. Veuillez placer la lumière et continuer jusqu'à ce que vous remarquiez quelque chose d'inhabituel. Je ne pense pas que je sois plus près de l'enfant, Doc. À quelle distance estimez-vous que la source du son se trouve? Comme avant, 150 à 200 mètres en dessous. Merci. Veuillez continuer. Vous voyez ça? Oui. Pouvez-vous, s'il vous plaît, décrire ce que vous voyez? On dirait que quelque chose a coupé le mur, et la marche par là est en miettes et tout. La marque sur le mur a l'air très lisse. Ouais, c'est lisse comme du verre. Merci. Veuillez continuer. Écoutez, Doc, je crois que je suis allé assez loin. Veuillez continuer conformément à notre accord. Je ne veux pas faire ça, accord ou pas. J'ai l'impression que cet enfant essaie juste de me leurrer, Doc. Je pense que c'est le moment pour moi de... Y a-t-il une raison pour laquelle vous vous êtes arrêté? Ah! Ah! Calmez-vous s'il vous plaît. Retournez-vous. Nous devons voir le visage de plus près. Ah! D9035. Vous m'entendez? Ralentissez s'il vous plaît. D9035. Pouvez-vous m'entendre?
Veuillez descendre la première série de marches et examiner le mur de la plateforme. Ouais, c'est juste un mur en béton. Sale. Y a genre rien du tout dessus. Non, attendez. Ça colle un petit peu juste là. Il y a un enfant qui pleure en bas. Elle demande de l'aide et elle pleure. Merci. Veuillez continuer jusqu'à ce que vous remarquiez quoi que ce soit d'inhabituel. Burk, y a quelque chose là sur le sol. Et ça sent très mauvais. Ça colle et c'est collé sur ma chaussure. Ah, c'est dégoûtant. Pouvez-vous décrire l'odeur? Ça sent un peu comme du métal rouillé et de l'urine. Merci. Veuillez continuer. Putain! Il y a un trou dans le sol et je suis presque tombée dedans. Il y avait une lumière en bas. Elle n'est plus là, mais elle était là pendant genre 1 seconde. Vous l'avez vue? Oui. Pouvez-vous estimer la profondeur du trou? Non, c'est trop profond. Au moins 1 kilomètre. Genre bien plus qu'1 kilomètre. Merci. Entendez-vous toujours les bruits de l'enfant? Ouais, on dirait toujours qu'elle est loin. J'ai pas l'impression que je me rapproche. C'est comme si, à chaque fois que je descends une marche, elle en descend une aussi. Veuillez continuer jusqu'à ce que vous remarquiez quoi que ce soit d'inhabituel. Je n'arrive nulle part. Je pense que c'est l'heure de remonter. Je veux dire, aller en bas est une chose, mais il y a une grande ascension derrière. Nous vous avons donné de la nourriture, de l'eau et une couverture pour rester 24 heures ici. Veuillez continuer. Non, je pense que je vais remonter. Ça me suivait. C'était tout le temps derrière moi. Oh mon Dieu, c'est juste derrière moi. Ça me regardait en face. Docteur, s'il vous plaît, faites quelque chose. Aidez-moi. Oh mon Dieu, non, s'il vous plaît, enlevez-le, s'il vous plaît. Non, s'il vous plaît, je savais pas que ça me suivait. Aidez-moi, faites-le partir. Non, ça me regardait. Ça me fixait. Je savais que c'était là. À me regarder tout le temps. Oh mon Dieu, s'il vous plaît, aidez-moi. Non, s'il vous plaît, s'il vous plaît. S'il vous plaît, aidez-moi. Faites-le partir. Non, mon Dieu, ça me suivait. SCP-096. Classe Euclide. SCP-096 doit être maintenu dans sa cellule, un cube en acier hermétique de 5 mètres par 5 mètres par 5 mètres en permanence. Des vérifications hebdomadaires ayant pour but de détecter d'éventuelles fissures ou trous sont obligatoires. Aucun système de vidéosurveillance ou appareil optique d'aucune sorte ne sont autorisés à l'intérieur de la cellule de SCP-096. Le personnel de sécurité utilisera des capteurs de pression préalablement installés ainsi que des détecteurs laser pour s'assurer de la présence de SCP-096 dans sa cellule. Toutes les photos, vidéos ou enregistrements présentant des similarités avec SCP-096 sont strictement interdits sans l'accord du docteur et de l'O5- SCP-096 est une créature humanoïde mesurant approximativement 2,38 mètres de haut. Le sujet ne présente qu'une très faible masse musculaire et les analyses préliminaires du corps suggèrent une légère malnutrition. Les bras, chacun d'une longueur approximative de 1,5 m, sont largement disproportionnés par rapport au reste du corps du sujet. La majeure partie de sa peau est caractérisée par une absence de pigmentation et il n'a aucun signe de pilosité. La mâchoire de SCP-096 peut s'étendre jusqu'à 4 fois plus que celle d'un humain ordinaire. Les autres traits du visage restent similaires à ceux d'un humain ordinaire, à l'exception des yeux, qui ne présentent également aucune pigmentation. A ce jour, il n'a pas été déterminé si oui ou non SCP-096 est aveugle. Il ne montre aucun signe de fonction cérébrale développée et il n'est pas considéré comme étant doté d'une conscience. SCP-096 est normalement extrêmement docile.
Les capteurs de pression à l'intérieur de sa cellule montrent qu'il passe le plus clair de son temps aéré près du mur est. Cependant, lorsque quelqu'un regarde le visage de SCP-096, que ce soit directement via enregistrement vidéo ou même une photo, il rentrera dans un état de stress émotionnel considérable. SCP-096 cachera son visage avec ses mains et se mettra à hurler, pleurer et marmonner de façon incohérente. Approximativement 1 à 2 minutes après la première observation, SCP-096 commencera à courir vers la personne ayant vu son visage, qui sera à partir de maintenant désigné SCP-096-1. Les vitesses enregistrées varient entre 35 et km/h et semblent dépendre de la distance à laquelle se trouve SCP-096-1. A l'heure actuelle, aucun matériau ou méthode connue ne peut entraver la progression de SCP-096. La position actuelle de SCP-096-1 ne semble pas affecter la réaction de SCP-096. Il semble avoir un sens inné de la localisation de SCP-096. Cette réaction ne se produit pas dans le cas de l'observation d'une représentation artistique. Ça s'est arrêté. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Vous sentez-vous bien? Pas de nausées ou quelque chose d'autre? Mes oreilles me font mal. Il fallait s'y attendre. Un conteneur en acier devrait se trouver sur votre gauche. Ouvrez-le. Une enveloppe en papier craft contenant plusieurs photographies devrait s'y trouver. Ouvrez-la et décrivez la première photo, s'il vous plaît. Rien. C'est juste une cellule vide. Merci. Veuillez déposer cette photo face retournée dans le réceptacle à votre droite et regardez ensuite la photo suivante. C'est la même cellule. Mais il y a un pied dedans, je crois. Veuillez le décrire, s'il vous plaît. C'est pâle et osseux. C'est un peu flippant, en fait. Déposez la photo dans le réceptacle, face retournée, et regardez la suivante. Ok. Oh merde! Décrivez la photo. C'est j'en sais rien, un genre de type qui fout vraiment la trouille. Décrivez la photo, s'il vous plaît. Bon sang, il est livide, a des yeux blancs et il y a quelque chose de vraiment bizarre avec sa bouche. Putain, mais c'est quoi cette chose? Sur votre droite, il devrait y avoir un autre conteneur en acier. Ouvrez-le. Il y a un bloc-notes et un crayon. Oui. Veuillez réaliser une ébauche de la photo que vous venez de voir. Nique-toi. J'ai terminé. Bien. Déposez le dessin dans le réceptacle sur votre gauche et fermez la porte. Qu'est-ce que je dois faire maintenant? Veuillez rester en attente. Oh putain, merde! Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Une fois qu'il aura atteint l'emplacement de SCP-096-1, SCP-096 procédera à l'exécution et à de ce dernier. Dans 100% des cas, aucune trace de SCP-096-1 n'a pu être retrouvée. SCP-096 se mettra assis pendant plusieurs minutes avant de retrouver son calme et devenir à nouveau docile, et essaiera ensuite de retourner à son habitat naturel. À cause de la probabilité d'une réaction en chaîne considérable, ce qui inclut une violation de la confidentialité de la Fondation et la perte de nombreuses vies civiles, la récupération du sujet doit être considérée comme priorité alpha. Le docteur a également adressé une requête pour la suppression immédiate de SCP-096. L'ordre de suppression a été approuvé et doit être exécuté par le docteur. Alors, le confinement a été effectué? Oui, docteur. Laissez-moi voir l'enregistrement de la sécurité.
grand cube en acier se trouve au centre d'un laboratoire de recherche où s'affairent une douzaine de chercheurs. Dans le champ de vision de la caméra se trouve un poste de contrôle où sont affichées les lectures des différents capteurs à l'intérieur du cube. L'opérateur du poste de contrôle se penche en avant, alerté par les multiples lectures des capteurs. Approximativement 5 secondes plus tard, une bosse apparaît sur l'une des parois en acier du cube de confinement. La bosse s'agrandit encore avant de céder. SCP-087 peut être observé en train de plier l'acier, en essayant frénétiquement de s'échapper. Deux équipes de sécurité entrent dans la pièce, à l'instant où SCP-087 parvient à s'échapper de sa cellule de confinement. Elle tire à balles réelles et utilise des fléchettes tranquillisantes, mais sans aucun effet visible. Approximativement 90% des chercheurs et du personnel de sécurité ont directement vu le visage de SCP-087 et un code Lima est déclaré. La salle et les zones adjacentes sont verrouillées et un agent neurotoxique de classe I est répandu. Approximativement 2 minutes plus tard, SCP-087 s'échappe du site de recherche et se déplace à km/h à travers le désert à l'extérieur en direction de... L'équipe Echo Romeo a été assignée immédiatement à cette brèche de confinement. Quand nous avons réalisé à quel point la brèche à laquelle nous faisions face étant importante, nous étions complètement dépassés. C'est marrant de voir comment même les esprits les plus grands et les plus brillants du monde peuvent être si mal préparés. Donc vous êtes en train de dire que c'était de votre faute? Pas du tout! C'était une nouvelle découverte du comportement de SCP-96. Nous n'avions aucun moyen de le savoir, et nous avons eu la chance que la situation ne soit pas devenue une XK. Ici Roméo Echo, nous avons un visuel de la cible. Ah, le nœud est en accélération. Et pète, aucun effet sur la cible. Où étiez-vous exactement au moment de la brèche de confinement? En pause, j'allais me chercher un café. C'est purement par hasard si je n'étais pas dans la zone de confinement. Décrivez vos actions directement après la brèche de confinement. J'ai envoyé Echo Romeo après SCP-096 et j'ai averti le Dr Dan de la situation. Nous nous sommes ensuite mis à chercher la localisation de SCP-096. Une fois que la direction générale de SCP-096 a été déterminée, j'ai envoyé la force d'intervention mobile Tau 1 en avant pour évacuer la population civile sur le chemin de SCP-096, comme c'était prévu par le protocole de confinement. Pour rappel, où étiez-vous exactement pendant la brèche de confinement de SCP-096? Dans la chaîne de montagne, à la recherche de plus d'informations sur les origines de SCP-96. C'était une expédition de recherche rapide, donc j'ai laissé le Dr Alexei en charge du confinement. Il est assez compétent, bien qu'un peu impatient, et a déjà fait ses preuves par le passé. Tout ceci est confirmé dans les divers documents concernés, alors n'allez pas penser que... C'était juste pour l'enregistrement, docteur. Maintenant, sachant que SCP-096 est immunisé à toute forme connue de dégâts lorsqu'il est dans un état de rage, pourquoi avez-vous ordonné au sniper de l'équipe de réaction de secours de tirer? Pourquoi pas? S'il n'y avait qu'une serait-ce qu'une chance de ralentir SCP-96 et donner à la film Tau-1 plus de temps, alors il fallait essayer. Ça n'a pas mis ER-A en danger, et les hélicos étaient sur le point de se faire distancer de toute façon. Honnêtement, R-A ne pouvait pas faire grand-chose de plus pour améliorer ou aggraver la situation. Je vois. Maintenant, pouvez-vous expliquer ceci? Oui, c'est le Project Rumble, un appareil oculaire que nous avons fourni à ER-A et à la film Tau-1, conçu par le Dr Alexei et moi-même spécifiquement pour SCP-96.
Il est équipé d'un petit microprocesseur qui analyse en permanence le champ de vision pour détecter les traits de visage de SCP-96. Le programme de reconnaissance faciale à l'intérieur l'identifie instantanément et brouille l'image avant que la lumière n'atteigne l'œil humain. C'est assez ingénieux, vraiment. Et cher. Très cher. C'est pourquoi il est tellement dommage que ça n'ait pas fonctionné. Ospreys en l'air et en déplacement vers... Ah, attendons vecteur. Système électronique connecté, altitude de croisière atteinte. Chargement du programme Scramble à tous les systèmes de caméra. Caméra en ligne. Big Brother vous regarde. Vers quel vecteur la cible se dirige actuellement? La cible se dirige actuellement vers l'ouest et se déplace sur... Merde. Ouais, il est sur la 40. Je crois qu'il vient juste de retourner un semi-remorque. Le vecteur est... degrés. La prochaine ville sur ce vecteur est... je dirais à quelques centaines de kilomètres. Merde. FIM. Nous suggérons à Echo Romeo de commencer l'évacuation de l'A40. Je ne sais pas combien de véhicules la cible a déjà démolis. Attendez. Négatif, Big Brother. ER-A signale que la cible est en train de distancer leurs hélicos. Ils n'arrivent pas à le dépasser. Alors dites-leur d'arrêter les automobilistes sur l'autre voie. Je ne sais pas combien de personnes ont déjà vu le visage de cette chose. Les 3 premiers éléments de TO1 sont parvenus à rassembler les habitants des 3 premières villes sans incident. SCP-96-1 a été confirmé de ne pas se trouver dans celle-ci, quand SCP-96 les a traversées les unes après les autres sans s'arrêter. Cependant, un enregistrement vidéo de la FIM TO montre l'identification en cours de SCP-96-1 dans la ville, ainsi que l'incident qui s'ensuivit. Faites voir. La cible pénètre la zone à proximité. À toutes les unités, activez l'équipement Scramble et initiez les procédures de contrôle de foule. Tous les civils sont tenus de ne pas bouger de leur position ou de retirer leur bandeau. Vous serez abattus si vous bougez ou touchez à votre bandeau. Je répète, tous les civils sont tenus de ne pas bouger. Vous serez abattus. Je répète, tous les civils sont tenus de ne pas bouger. Vous serez abattus. Je répète, les civils sont tenus de ne pas bouger. Vous serez abattus. J'étais en train de fouiller la maison de SCP-096-1 avec mon escouade. Le pauvre type était un alpiniste semi-professionnel. Il a fait un voyage dans les... Il a apparemment pris une photo du paysage et il s'est trouvé qu'il a photographié SCP-096 en arrière-plan. 4 pixels. 4 putains de pixels! Je doute que le gars se soit même rendu compte de ce qu'il a vu. Il a probablement juste regardé l'image un jour, remarqué un tas de neige qui n'était pas de la même couleur et en est resté là. Comment avez-vous trouvé cette photo? Notre équipement Scramble l'a détecté tout de suite. Le lieutenant a ramassé la photo et l'a amenée à l'hélico avant que je puisse y jeter un œil. À ce moment-là, cette saleté de monstre avait déjà abattu Big Brother et avait éventré le anciennement Major Striker. C'était le chaos le plus total. Donc l'équipement Scramble était... inefficace. Inefficace. Ce putain de matériel Scramble, c'était rien de plus qu'un tas de merde qui a tué toute la foutue équipe d'intervention. Vous savez qu'il n'y a que 3 personnes en vie à part moi? Tout ça parce qu'un connard d'un télo a créé une contre-mesure à la pointe de la technologie pour faire face à la réaction hostile de SCP-096. Ces abrutis auraient pu simplement mettre un sac sur la tête de la cible et en rester là. Mais non! Il a fallu qu'on utilise ce putain de dispositif Scramble! Comment cet enculé m'a appelé? Je vais lui montrer à cet enfoiré de fils de pute ce qu'est un intello après lui avoir éclaté le cul. Devons-nous vous administrer un sédatif, docteur? Non. Non. Je m'excuse. Scramble était vraiment une idée ingénieuse. Cependant, c'était un échec parce que nous ne savions pas comment fonctionnait SCP-96.
Vous voyez, au moment où la puce à l'intérieur de Scramble ait détecté les traits du visage de SCP-96 et commencé à les brouiller, il y avait une demi-seconde de flux lumineux interrompu jusqu'à la rétine. Les ordinateurs sont rapides, mais pas autant que la lumière. Donc il y avait une demi-seconde d'image de SCP-96 à envoyer au cerveau. Ce n'était même pas perçu consciemment, mais c'était apparemment suffisant pour déclencher la réaction hostile de SCP-96. Donc, avec cette photo... C'est la partie la plus inquiétante de tout cet incident. Vous savez quand l'ancien SCP-96-1 est parti faire son expédition en montagne? En 1995, cette photo est restée accrochée là, avant qu'il ne voie SCP-96. Comme le cerveau n'a pas besoin d'être au courant qu'il regarde le visage de SCP-96 pour déclencher la réaction, il peut y avoir des bombes à retardement cachées littéralement n'importe où dans le monde. Combien de photographies se promènent dans la nature avec SCP-96 dessus, sans avoir été décelées, attendant qu'un œil attentif le remarque? Comme je l'avais dit auparavant, je veux que cette chose soit supprimée. Tout de suite. Juste une petite question, docteur. Qu'est-ce que vous étiez exactement en train de préparer là-bas? Le major Jack Wilford faisait partie de la crème des SBS quand nous l'avons recruté. J'étais aussi le médico d'une équipe de reconnaissance, monsieur. Et j'ai été déployé dans la Caucasse. Les marines battent les SBS. Non, c'est faux. Ça suffit, vous deux. On continue. Je lui ai mis un sac sur la tête. Oui, vous me l'avez déjà dit. Pouvez-vous me dire comment il a réagi? Il avait terminé de... Il était assis là, sur l'autoroute. Il venait juste de finir d'éventrer un minivan. Et? Ouais, ça fait atterrir l'hélico. Je suis sorti et je l'ai neutralisé. Je lui ai mis un sac sur la tête. Il s'est calmé et ils l'ont embarqué. Donc, les victimes dans le minivan étaient les dernières à avoir vu le visage de SCP-096. L'avion, qui semble d'origine militaire, ne dispose d'aucun marquage qui le désigne comme appartenant aux forces militaires US. Alors que les premiers intervenants sont à la recherche de la boîte noire, la police a émis l'hypothèse que l'avion s'est écrasé suite à une brèche majeure dans le cockpit et le fuselage de l'appareil. Les équipes de secours n'ont découvert que 3 corps, ce qui paraît étrange pour un avion nécessitant apparemment un équipage d'une vingtaine d'hommes. La police a suggéré... Coupez la caméra! Coupez cette putain de caméra! En avons-nous terminé? Une dernière question, docteur. Ou une constatation à ce qu'il semble. Nous trouvons intéressant le fait qu'il n'y avait pas de salle de pause au site de recherche, ni de café. Dans votre intérêt, il serait préférable que vous commenciez à parler. Je ne vois pas ce que cela a à voir avec moi. Ne faites pas l'idiot, docteur. Il nous a tout raconté. Dans ce cas, je suppose qu'il est inutile de faire l'innocent. N'est-ce pas? Après examen de votre déposition, des enregistrements disponibles et du témoignage de feu le docteur Oakless, l'O5 a unanimement approuvé votre suppression. En raison de votre implication dans la brèche de confinement de SCP-096. Et moi qui pensais que vous savez ce qui signifiait au nom du bien supérieur. Ne mettez pas ma patience à l'épreuve, docteur. Étant donné l'étendue de l'incident et les risques potentiels, l'O5 a approuvé votre demande de suppression de SCP-096. Étant donné le manque de personnel ayant une connaissance suffisante de SCP-096, la suppression vous a été confiée, sous bonne garde et sous ma supervision personnelle. Votre propre suppression sera déterminée à une date ultérieure. C'est affreux, docteur. Comment avez-vous pu consciemment? Ça a marché. Ce n'était qu'une question de temps avant que ça ne se produise dans un centre de population majeur, et que son visage ne soit révélé aux nouvelles du monde entier. Je peux tuer 96, mais je me serais tué moi aussi, par la même occasion. C'est toujours la merde quand t'es affecté à une mission de récupération initiale.
T'as aucune idée de ce dont est capable cette saleté, à l'exception des informations que les techniciens sur le terrain ont pu rassembler. Et vous avez de la chance s'ils vous racontent toute l'histoire. Ils nous ont juste dit de neutraliser et marquer. Ils nous ont dit que dalle sur le fait qu'il ne fallait pas regarder cette saloperie. Pouvez-vous décrire la mission, s'il vous plaît? Ouais, désolé. On avait 2 hélicos. Un avec mon équipe, et l'autre en soutien de Zulu 9B et du docteur. On a repéré la cible à peu près à 2 clics au nord de notre chemin de patrouille. Je suppose qu'il ne se dirigeait pas dans notre direction. Sinon, ils nous auraient tous massacrés, là. Votre rapport mentionne que SCP-96 n'a pas réagi au froid. Il faisait moins degrés Celsius. En fait, il faisait... Et oui, il était à poil et n'avait pas l'air d'avoir froid. Quoi qu'il en soit, on a atterri, approché la cible et le caporal s'est préparé à lui mettre un sac sur la tête. C'est quand le docteur a appelé, j'ai fait demi-tour pour répondre à son appel, et c'est ce qui m'a sauvé. La cible a dû se retourner et toute mon escouade l'a vu. Et c'est à ce moment que SCP-96 est entré dans un état de stress émotionnel intense. Ouais. Désolé. Rien que d'y repenser, j'ai eu les jetons pendant une seconde. Ce n'est rien. Ouais, eh bien, j'ai jamais vu son visage. C'était pas le cas de mon escouade et ils l'ont payé cher. Pouvez-vous le décrire un peu plus en détail, s'il vous plaît? Ouais. Il a commencé à nous hurler dessus et à pleurer. Mais c'était pas comme le cri d'un animal, ça ressemblait exactement à celui d'une personne. Putain, ça foutait vraiment la trouille. On a commencé à tirer quand il a soulevé le caporal et lui a arraché la jambe. Mon Dieu, il nous implorait de venir l'aider. Putain de... En tout cas, on parvenait à arracher des morceaux de chair de la cible. Balle après balle, ça lui faisait que dalle. J'ai failli y passer quand il a commencé à... lui. C'est à ce moment que vous avez ordonné l'utilisation d'un lance-roquette AT-4HEDT. Une arme anti-char. On a commencé à le trimballer depuis que SCP s'était fait la malle. J'en ai vu déchirer le blindage d'un tank comme si c'était rien de plus qu'un mouchoir en papier. Ça a donné le même résultat sur la cible. Y a-t-il eu des dégâts significatifs infligés à SCP-96? Il n'a même pas vacillé d'un putain de poil. Il a continué à massacrer mon escouade, mais avec la moitié du torse arraché. Mais il réagissait aux dégâts. Si c'était le cas, il n'en a rien montré. Il a dû perdre tous ses organes et tout son sang, mais n'avait pas l'air de l'avoir remarqué. Par contre, son squelette était intact. Et il continue de mettre en pièces mon escouade. Donc aucun dommage de la structure osseuse. Vous direz que combien de balles ont été tirées sur SCP-96? Au bas mot, 1 millier. Notre mitrailleur l'a arrosé avec son Go-19 pendant au moins 20 secondes. 20 putains de secondes. Il s'est mangé 600 cartouches de calibre 50. On aurait aussi bien pu lui cracher dessus pour ce que ça lui a fait. C'est à ce moment que Zulu 9B est arrivé. Ouais, et mon escouade est morte. Zulu 9B a réussi à lui mettre un sac sur la tête, et il s'est juste assis par terre. On est monté dans l'hélico et on l'a ramené ici. Je ne sais pas comment j'ai fait pour ne jamais voir son visage. Peut-être que Dieu, Bouddha ou je ne sais qui d'autre pensait que je devais continuer à vivre. Quel enfoiré. Nous avons obtenu une représentation artistique du visage de SCP-96. Voudriez-vous la voir? Vous savez, après avoir entendu les hurlements de cette chose et les cris de mes hommes, je ne pense pas avoir envie de mettre un visage dessus. Non. Juste non. Très bien. Je pense que nous en avons terminé. Merci, capitaine. Et qu'il soit indiqué sur l'enregistrement que j'exige formellement la suppression de SCP-96 dès que possible. SCP-106, classe Keter. Aucune interaction physique avec SCP-106 n'est autorisée. Toutes les interactions physiques doivent être approuvées par un vote des 2/3 du commandement O5 au moins, et ne peuvent avoir lieu que dans un cadre d'un test. Toute interaction doit être effectuée dans les sites à sécurité maximale AR2, après une évacuation générale du personnel non essentiel. Tout le personnel, recherche, sécurité, classé, etc., doit rester à au moins 60 mètres de l'enceinte de confinement à tout moment, sauf sur ordre direct du commandement du site. SCP-106 doit être contenu dans un conteneur scellé, constitué d'acier plombé. Le conteneur doit être scellé à l'intérieur de 40 couches de matière identiques, chacune séparée par au moins 36 cm d'espace vide.
Les stabilisateurs entre chaque couche doivent être placés aléatoirement. Le conteneur doit rester suspendu à au moins 60 cm de toute surface par un soutien électromagnétique ELOIID. La zone de confinement secondaire doit être composée de 16 cellules sphériques, chacune remplie de divers fluides et possédant un ensemble aléatoire de surface et de soutien. Le confinement secondaire doit être équipé de systèmes d'éclairage capables d'éclairer tout l'assemblage avec au moins 80 000 lumens de lumière instantanée, sans intervention humaine directe. Les deux zones de confinement doivent rester sous surveillance permanente. Toute corrosion observée sur la première cellule, la cellule secondaire, les membres du personnel ou à n'importe quel endroit du site situé dans un périmètre de 200 mètres autour de SCP-106 doit être signalée immédiatement au service de sécurité du site. Les objets ou les membres du personnel perdus à cause de SCP-106 doivent être considérés comme disparus ou morts au combat. Aucune tentative de récupération ne doit être faite, quelles que soient les circonstances. La recherche continue et les observations ont montré que, lorsqu'il est confronté à des ensembles très complexes ou aléatoires de structures, SCP-106 peut être plongé dans la confusion, marquant un délai plus important lors de l'entrée ou de la sortie de la dite structure. SCP-106 a également montré une aversion pour la lumière brutale et directe. Ceci ne se manifeste pas sous forme de dommages physiques, mais par un retrait rapide dans sa dimension de poche, généré sur des surfaces solides. Ces observations, ainsi que celles de l'aversion du plomb et de la confusion liquide, ont permis de réduire les évasions de SCP-106 de 43%. Les cellules primaires et secondaires ont également été efficaces dans les incidents de récupération nécessitant le protocole de rappel. L'observation est en cours. SCP-106 semble être un humanoïde âgé, avec une apparence générale de décomposition avancée. Son apparence peut varier, mais l'effet de pourriture reste observé sous chaque forme. SCP-106 n'est pas exceptionnellement agile et peut rester immobile pendant des jours, dans l'attente d'une proie. SCP-106 est également capable d'escalader n'importe quelle surface verticale et peut rester indéfiniment suspendu à l'envers. Lorsqu'il attaque, SCP-106 tente de neutraliser ses proies en endommageant les organes principaux, les muscles ou les tendons. Puis il amène sa proie handicapée dans sa dimension de poche. SCP-106 semble préférer comme proie les hommes dans les 10-25 ans. SCP-106 provoque un effet de corrosion sur toute la matière solide qu'il touche, engendrant une décomposition physique des matériaux plusieurs secondes après le contact. On peut observer la rouille, la pourriture et la fissuration des matériaux, ainsi que la création d'une sorte de mucus noir similaire à celui qui recouvre SCP-106. Cet effet est particulièrement préjudiciable pour les tissus vivants et est supposé être une action de prédigestion. La corrosion se poursuit pendant 6 heures après le contact, après quoi l'effet semble disparaître. SCP-106 est capable de passer à travers la matière solide, laissant derrière lui une grande tache de son mucus corrosif. SCP-106 est capable de disparaître à l'intérieur de la matière solide, en entrant dans ce qui est supposé être une dimension de poche. SCP-106 est alors en mesure de sortir de cette dimension à partir de n'importe quel point connecté au point d'entrée initial. Exemple, entrer dans la paroi interne d'une pièce et sortir de la paroi extérieure, entrer dans un mur et sortir du plafond. On ne sait pas si cette dimension est le lieu d'origine de SCP-106 ou un simple repère créé par SCP-106. Une observation limitée de cette dimension de poche a montré qu'elle doit être composée majoritairement de salles et de chambres, avec entrée. Cette activité peut se poursuivre pendant plusieurs jours, avec une certaine chance d'être libérée dans le but d'être traqué, recapturé. En raison de la nature très difficile à contenir de SCP-106, les mesures de confinement doivent être révisées tous les 3 mois ou après un incident. Les contraintes physiques sont impossibles, et les dommages physiques directs ne semblent avoir aucun effet sur SCP-106. Les mesures appliquées actuellement datent du tournant autour de l'observation de base et de réponse immédiate à certaines situations. Les procédures de confinement spécial précédentes ont été revues en raison des événements des brèches et SCP-106 semble passer par de longues périodes de sommeil, pendant lesquelles il restera parfaitement immobile pendant un maximum de 3 mois. La cause en est inconnue, mais il a été démontré que cela semble être utilisé comme un leurre tactique. SCP-106 sortira de cet état dans un état très agité et va attaquer, enlever le personnel et causer des dommages violents à sa cellule de confinement, et aussi dans tout son ensemble. Le protocole de rappel, SCP-106 semble chasser et attaquer par plaisir, et non pas par faim. SCP-106 va attaquer et recueillir ses proies multiples au cours d'une période de chasse, en gardant de nombreuses proies vivantes dans la dimension de poche durant de longues périodes. SCP-106 n'a pas de limite déterminable, et il semble recueillir un nombre aléatoire de proies lors d'une période de chasse. La dimension de poche semble être uniquement accessible par SCP-106. Les appareils d'enregistrement et de transcription fonctionnent toujours à l'intérieur de cette dimension, bien que les enregistrements et les transcriptions soient très dégradés. Il semble que SCP-106 joue avec les proies capturées, et qu'il ait le plein contrôle du temps, de l'espace et de la perception à l'intérieur de cette dimension. En cas de brèche de confinement de SCP-106, un humain, dans les 10-25 ans, sera préparé pour le rappel, avec la cellule de confinement compromise remplacée et prête à l'emploi. Lorsque la cellule est prête, le sujet leurre doit être blessé, de préférence par la rupture d'un os long, comme le fémur, ou la rupture d'un tendon important, comme le tendon d'Achille. Le sujet
L'heure sera alors placée dans la cellule préparée, et le bruit émis par le dit sujet sera transmis via le système de sonorité public du site. SCP-106 commence généralement à se diriger vers le sujet, l'heure dans les 10-15 minutes après avoir entendu ces cris. Si SCP-106 ne réagit pas à l'émission initiale, un traumatisme physique supplémentaire doit être administré au sujet l'heure, toutes les 20 minutes jusqu'à ce que SCP-106 réponde. Plusieurs sujets l'heure peuvent être utilisés dans le cas de rupture de confinement majeure. SCP-106 va généralement entrer dans un état de sommeil après en avoir terminé avec un sujet l'heure. Entre autres, les sujets peuvent... Voilà, c'est la fin de cette première vidéo. C'est la fin de ce premier épisode de SCP Files. Et si vous voyez ça, bah c'est que vous êtes encore là. Bravo. Mais moi je suis sûr que j'aurais quitté à vous. Au bout d'un moment, la longueur... Voilà. Même moi, j'aime les vidéos longues, mais ouais, c'est... Ouh. En tout cas, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. J'ai quelques petits messages à vous faire passer avant. Alors déjà, si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à laisser un commentaire et un like, ça me ferait plaisir. Au vu du travail investi, parce que c'est la plus grosse vidéo de ma chaîne, c'est la vidéo avec le plus de montage, le plus de temps, parce que je l'avais annoncé en janvier, dans le premier Valoroma Direct, et j'avais dit qu'elle pourrait sortir en mars. Finalement, elle est sortie en avril. Bon, je vais pas vous expliquer pourquoi elle a été reportée, mais sinon, voilà, je suis ultra fier de cette vidéo. Vous l'avez aussi remarqué, j'ai demandé à des gens de doubler certains personnages. Voilà, donc c'était en février. C'était en février quand j'avais demandé ça, quand j'avais fait des annonces pour le casting. Février, la vache. Bah voilà, elle est enfin sortie la vidéo. Je suis ultra fier. J'ai l'impression de tourner en boucle, mais voilà. Mais du coup, je vais déjà répondre à une question que vous posez sûrement. Est-ce qu'il y aura un second épisode? J'ai adoré travailler sur ce premier épisode, donc oui, il y aura un second épisode. Je sais pas quand il sortira, là je vais pas annoncer de date de sortie pour l'instant, parce que j'ai très peur de pas la respecter, ou même de déborder sur plus d'un mois de retard. Mais voilà, il y a un second épisode qui est déjà en préparation, je sais déjà sur quel SCP se tournera ce second épisode, et il y en a pas mal. Et même si ça restera des SCP connus, ce sera vraiment la dernière vidéo où je parlerai des SCP connus, et après on passera sur des SCP un peu plus méconnus ou des SCP moins basiques, voilà, comme j'aime bien l'appeler. D'ailleurs, dernière information, après je vous laisse, il y a une vidéo complémentaire qui va arriver, qui sortira après celle-ci, alors pas dans la même journée, et peut-être la semaine prochaine, peut-être la semaine d'après, je sais pas, mais une vidéo complémentaire arrivera où ce sera un conte, et le problème des contes de la Fondation SCP, c'est que c'est beaucoup de lectures, ils sont très longs, et je sais pas si vous l'avez remarqué dans la vidéo, mais j'ai une élocution très pourrite, voilà. C'est pas trop... J'ai du mal à parler devant une caméra, je sais pas si ça se remarque, et j'ai aussi du mal à lire un texte, donc c'est parfait, voilà. Là je fais je tourne cette outro sans texte, voilà. Mais du coup voilà, je pense que j'ai dit toutes les informations importantes, tout ce qu'il fallait et que je dise. Du coup voilà, je pense que je vais vous laisser. En tout cas, bah c'était Valoroma. Ciao.